Anthony Fardet est un chercheur qui a consacré plus de 2 décennies à l'étude des céréales et de l'alimentation. Sa vision de l'alimentation nous invite à redécouvrir notre rapport à la nourriture en explorant des concepts tels que la règle des 3 V, vrai, végétal, varié. Il partage ses recherches sur la manière dont nos choix alimentaires façonnent non seulement notre santé, mais également l'environnement qui nous entoure. Anthony a établi des liens entre les maladies chroniques et les habitudes alimentaires. Plus encore, il brise les mythes autour du coût des aliments sains et propose des stratégies accessibles pour manger mieux sans se ruiner. Dans cet épisode, découvre pourquoi il est important d'avoir une vue holistique et multidimensionnelle de l'alimentation, comment les maladies chroniques sont étroitement liées à nos habitudes alimentaires, quel est l'impact de la transformation alimentaire sur la santé, quelle stratégie adopter pour une alimentation saine sans alourdir son budget. Notre conversation pourrait bien changer votre façon de voir votre assiette. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Bonjour Anthony, merci de prendre le temps de participer à notre talk. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. Ça va super bien, merci. Pour les quelques personnes qui pourraient ne pas te connaître, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes recherches? Oui, alors je suis chercheur dans un institut public de recherche agronomique environnementale. Ça fait 25 ans que je fais de la recherche publique. Pour comprendre mes recherches actuelles, c'est important de brièvement rappeler les 3 phases de ma carrière de chercheur. Pendant une quinzaine d'années, j'ai fait de la recherche plutôt expérimentale sur le potentiel santé des produits céréaliers, en ayant travaillé sur les pâtes alimentaires, les fibres de céréales, les bouillies de sevrage, les biscuits, le pain, les céréales du petit déjeuner pour enfants. Ensuite, j'ai quitté la recherche classique expérimentale pour faire à peu près entre 2011 et 2022, pendant une dizaine d'années, une recherche plus philosophico-scientifique basée sur la fouille de données ou le data mining, où j'ai reconsidéré la filière agroalimentaire, l'alimentation et la nutrition et les sciences des aliments sous un angle holistique, qui vient du grec holos, qui veut dire entier, multidimensionnel. Donc, on a refait un gros travail d'analyse de données, et puis on a développé sur des bases plutôt empiriques, inductives, ce qu'on appelle l'approche empirico-inductive, de nombreux concepts holistiques cette fois-ci, puisque les sciences alimentaires et nutritionnelles sont d'abord des sciences holistiques et multidimensionnelles par essence, et non pas réductionnistes, c'est-à-dire focalisées seulement sur les nutriments. Et on a développé la règle des 3 V, le score SIGA, du degré de transformation des aliments. J'ai développé le concept que les maladies chroniques dans le monde sont d'abord liées à la dégradation des matrices alimentaires et à leur artificialisation, donc l'ultra-transformation, et non pas à la composition des aliments. Donc tout ça, c'est des concepts pour nous très importants. Et puis, on a développé le concept de Healthy Core Metabolism, qui est le métabolisme de base sain, mais là, c'est un petit peu en dehors du sujet d'aujourd'hui. Et donc là, maintenant, je suis rentré depuis 2022 dans une 3e phase. Il consiste à porter sur le terrain donc, tous ces nouveaux concepts qu'on a développés, toute cette expérience aussi d'alimentation préventive, durable et holistique, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Planit, et dans lequel on travaille sur des populations à risque de choix alimentaires au niveau européen dans 9 laboratoires vivants. Et nous, le laboratoire vivant français en Auvergne, travaille sur le comportement alimentaire des 6-15 ans. Donc là, on passe cette fois-ci à la recherche participative, à la recherche-action, où on réunit des parties prenantes qui ont tout un lien avec les comportements alimentaires des enfants, que ce soit au niveau macroscopique pour les systèmes alimentaires, mais au niveau méso, par exemple, la publicité pour les aliments ultra transformés auprès des enfants qui sont très ciblés, la restauration scolaire, les enfants, l'implantation des fast-foods, et puis micro, c'est au niveau de l'individu, c'est-à-dire ça peut être ses goûts, ses préférences, ses dégoûts, ses traditions culinaires, ses interdits religieux. Et puis en filigrane, je travaille toujours aussi sur transformation des aliments et approche globale de la santé, c'est-à-dire que pendant 25 ans, le fil rouge de mes recherches a toujours été le lien entre la transformation des aliments, l'effet matrice et le potentiel santé d'aliments, mais plutôt du côté de l'aliment. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge de toutes mes recherches. Et donc là, en ce moment, on travaille aussi sur comment la transformation des aliments peut aussi impacter non seulement la santé, mais aussi les systèmes alimentaires, et d'où l'intégration de cette nouvelle dimension du degré de transformation des aliments qui a été longtemps négligée et que maintenant j'intègre dans toutes mes réflexions, et on en reparlera peut-être, et dans la règle des 3 V pour vrai, végétal, varié, sachant que le vrai renvoie justement au degré de transformation, et cette dimension est la plus importante des 3 dimensions.
Donc voilà de manière résumée mes travaux actuels. J'interromps l'épisode quelques secondes pour te poser une question. Est-ce que tu consommes des compléments alimentaires ou des produits nutritionnels pour sportifs? Si oui, es-tu vraiment sûr de ce qu'ils contiennent? Parce que soyons honnêtes, lire les étiquettes, c'est souvent compliqué et loin d'être suffisant pour tout comprendre. Et si derrière une belle promesse marketing se cachaient des ingrédients douteux, ou pire, des impacts négatifs sur ta santé et l'environnement? C'est pourquoi je suis super heureux de te partager une bonne nouvelle. L'application ScanNuts est enfin disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle te permet d'analyser et de décrypter tous tes produits de manière 100% transparente et facile à comprendre. Avec ScanNuts, tu peux également jouer à des quiz, apprendre à mieux consommer et même gagner des cadeaux exclusifs. Télécharge l'application ScanNuts dès maintenant et reprends le contrôle de ta santé. Maintenant, tu le sais. Oui, ça fait beaucoup de choses. On va parler, je pense, de pas mal de choses. Avant tout, j'aimerais savoir pourquoi cette fascination pour l'alimentation et plus particulièrement pour l'alimentation transformée. Oui, alors en fait, j'ai toujours été passionné par les sciences de la vie. À l'époque, j'ai fait un bac D, j'ai fait ensuite maths sup bio. Donc voilà, j'ai toujours été passionné par l'environnement, les animaux, les sciences de la vie. Ça a toujours été dans mes gènes, entre guillemets. Et puis, quand je suis rentré à l'AgroParisTech en école d'ingénieur agroalimentaire, agronome, je me suis naturellement orienté en troisième année vers nutrition et sciences des aliments. Et puis, de fil en aiguille, l'alimentation m'a beaucoup plu parce qu'en fait, j'ai vite compris que c'était un sujet holistique, multidimensionnel, qui touche à plein de dimensions, c'est-à-dire pas seulement la santé, mais aussi la protection environnementale des animaux, le plaisir, les comportements, l'éthique, la philosophie. Donc, comme je suis assez transversal de profil, c'est un sujet qui m'a tout de suite passionné. Et j'ai l'impression aussi que de travailler sur ce sujet, c'est important parce que c'est un des grands enjeux du siècle à venir, l'alimentation saine et durable pour nourrir plus de 8 milliards d'êtres humains, puisqu'on est arrivé à 8 milliards cette année. Donc l'enjeu est très important, donc ça donne vraiment un sens à mon travail. Et pour moi, c'est important d'avoir du sens en tant que chercheur et que la recherche publique soit au service de la société. Tu as parlé d'une alimentation saine et durable. Dans notre talk, je pose souvent cette question, mais pour toi, c'est quoi une alimentation saine? C'est quoi avoir une alimentation saine? Alors, en fait, pour définir une alimentation saine, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un aliment sain. Parce qu'en fait, si on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'un aliment sain, on ne peut pas développer une alimentation saine et durable. Donc, il faut revenir à l'essence même des sciences alimentaires, qui est l'approche holistique, c'est-à-dire dans la complexité. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un aliment sain? Donc, pendant très longtemps, on s'est basé sur la composition des aliments, ce qui va donner l'étape de composition alimentaire, la définition des besoins nutritionnels, les scores de composition. Mais c'est totalement insuffisant pour définir ce que c'est qu'un aliment sain. Et donc, en 2018, on a publié un article dans lequel on propose une nouvelle définition d'un aliment sain qui combine à la fois la composition, bien sûr, mais aussi l'effet matrice, c'est-à-dire la matrice alimentaire. Donc, ça vient du latin mater, hein, maman, une structure qui englobe, qui entoure, qui protège. Donc, c'est le résultat de l'interaction de tous les nutriments, c'est ce qu'on appelle la matrice. Et en fait, cette matrice alimentaire ou la structure tridimensionnelle de l'aliment est fondamentale parce qu'elle joue des rôles fondamentaux sur la santé qu'on n'a pas. C'est pas qu'on les a peut-être négligés, mais qu'on n'a pas su mettre en avant devant la composition. C'est-à-dire qu'on n'a pas hiérarchisé l'information scientifique. Et donc, cette matrice vient en premier parce que la matrice, elle inclut les nutriments de l'aliment, mais les nutriments n'incluent pas la matrice. Par exemple, une matrice de pomme inclut les nutriments, mais si je fais une poudre de nutriments de la pomme isolée et que je mélange, bah, cette poudre n'inclut pas la matrice. Donc, la matrice vient en premier et gouverne l'effet santé des nutriments. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments en soi. Les nutriments, au départ, sont neutres. Et la valeur d'un nutriment va dépendre de la qualité de la matrice et donc de la qualité des liens, des interactions entre ces nutriments au sein de l'aliment. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a plutôt vu l'aliment sain comme un aliment équilibré nutritionnellement. C'est ce que j'appelle l'approche nutricentrée ou réductionniste qui va donner les scores de composition. Mais en fait, cette définition ultra-réductionniste qui ne voit l'aliment que comme une somme de nutriments est finalement fausse scientifiquement. Puisque l'effet matrice vient en premier, parce que la matrice, si vous voulez, joue un rôle sur la mastication, donc la satiété, donc la régulation de la prise alimentaire,
sur la vitesse de transit digestif, la sécrétion des hormones. Par exemple, les sucres à libération rapide ou lente vont stimuler différemment l'insuline, par exemple. Donc le transit digestif, je l'ai dit. Ensuite, la biodisponibilité des nutriments, c'est-à-dire le pourcentage réel de nutriments qui va être utilisé par l'organisme pour exercer une fonction métabolique. Donc, si vous voulez, si on vous dit qu'il y a 100 mg de calcium, on n'a pas dit grand-chose, puisque selon la matrice, il va être libéré à plus ou moins grande vitesse et tout ne sera pas absorbé. Par exemple, dans les produits laitiers, le calcium, c'est seulement entre 15 et 55% de biodisponibilité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une fraction importante du calcium qui arrive dans le côlon. Et là, il joue un rôle aussi intéressant et protecteur. Et enfin, la matrice joue un rôle sur la synergie d'action des composés, c'est-à-dire qu'un nutriment n'est protecteur qu'en interaction avec les autres nutriments. C'est ça le principe holistique de complexité. Un nutriment isolé, ça n'est pas grand-chose. Donc, isoler un nutriment d'un aliment, ensuite le rajouter artificiellement, par exemple dans des matrices ultra transformées à forte dose, il n'y a plus de synergie. Un antioxydant tout seul n'est pas forcément protecteur. Il n'est protecteur que lorsqu'il est en synergie avec d'autres antioxydants qui vont le régénérer, par exemple. Donc, ceci étant dit, la matrice gouverne, les nutriments obéissent. Donc, il faut des matrices de qualité. Et donc, sur cette base-là et cette vision holistique de l'aliment, donc à travers l'effet matrice, un aliment sain, c'est tout simplement l'aliment dont la matrice a été la mieux préservée, c'est-à-dire le moins transformé possible, pour être à la fois bon, ça c'est fondamental, hein, le plaisir c'est au centre des choix alimentaires, bon, sûr, c'est-à-dire sur un point de vue toxicologique, c'est-à-dire qu'il n'entraîne pas de maladie toxicologique, et comestible, évidemment. Voilà, donc là, on change totalement de paradigme, on passe un peu de la vision de la Terre plate à la Terre ronde, c'est-à-dire une nouvelle définition d'un aliment sain. Et je pense que tant qu'on ne sera pas d'accord sur ce que c'est qu'un aliment sain, on ne pourra pas aboutir à des recommandations intéressantes. Et je terminerai sur cette définition en posant une question toute bête à nos auditeurs, c'est-à-dire demandez-vous pourquoi vous avez des dents et un système digestif. Eh bien, en fait, les dents et le système digestif n'ont qu'une seule fonction, c'est de déconstruire les matrices. C'est-à-dire, la mastication broie l'aliment pour augmenter la surface d'action des enzymes digestives. Et enfin, les enzymes, on dit qu'elles hydrolysent, c'est-à-dire qu'elles cassent les liens entre les nutriments pour que les nutriments soient absorbables par l'organisme humain et arrivent dans le sang. Donc, une fois qu'on a compris ça, si la matrice ne comptait pas, on serait né sans dents et sans système digestif. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec des gens qui n'ont plus cette faculté à déconstruire les matrices pour des raisons de dénutrition sévère ou d'insuffisance pancréatique sévère, qui ne produisent pas assez d'enzymes digestives. Eh bien, on leur donne de la nutrition entérale et parentérale où les nutriments sont déjà isolés. Donc, on a déjà fractionné la matrice puisque leur corps n'est plus capable de la déconstruire. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a compris ça, on a compris que l'effet matrice était fondamental. On y reviendra, mais les aliments ultra transformés, une des problématiques, c'est qu'on a souvent des aliments prédigérés. Donc, on a mimé l'action des dents et du tube digestif en amont. Et pour revenir sur un aliment équilibré nutritionnellement, le seul aliment équilibré nutritionnellement, c'est le lait maternel. C'est pour ça que le bébé n'a besoin que de cet aliment. Mais si vous voulez, à part le lait maternel, aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement, à part donc sur les maternelles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aux gens de manger varié, parce que tous les aliments sont déséquilibrés. Et donc, l'équilibre nutritionnel, et je conclue là-dessus, n'a de sens qu'au niveau d'un régime alimentaire environ sur une semaine. Et donc, voilà, sur une semaine, on va varier nos aliments pour apporter tous les nutriments nécessaires. Moi, je suis une personne, je vais par exemple au magasin. C'est très concret hein, tout ce que tu as dit, mais maintenant, comment moi je fais pour choisir le bon produit, la bonne chose? Qu'est- Qu'est-ce que je dois choisir et comment je fais pour choisir correctement? Oui, alors c'est la question essentielle hein, pour les consommateurs. Donc, voilà, donc un aliment sain le moins transformé possible, donc avec la matrice la plus préservée. Donc, le seul indicateur qu'on ait sur l'emballage, c'est la liste des ingrédients. Si vous voulez, il y a deux Est-ce que, infos, il y a la est-ce que composition et la liste des ingrédients. tu peux préciser ce que c'est un aliment transformé? On va partir de là parce que tu dis un aliment transformé. Par exemple, je sais pas, je prends une pomme. La pomme, c'est pas transformé, ça tombe. Est-ce que juste, par exemple, une compote, ça devient du coup quelque chose de mauvais ou ça reste quelque chose de bon? Non, il y a plusieurs niveaux dans la transformation. Donc, si vous voulez,
la question que les scientifiques se posent, c'est pas la transformation qui est remise en cause, puisque moi je transformais depuis que l'être humain a domestiqué le feu, depuis que l'être humain cuit ses aliments. La vraie question, c'est le degré, c'est-à-dire jusqu'à quel degré on peut transformer l'aliment sans que ça devienne nocif pour la santé et aussi pour la planète, on pourra y revenir. Donc avant l'avènement de l'ultra-transformation après-guerre, hein, après la Seconde Guerre mondiale, l'humanité utilisait en gros 4 types de traitements technologiques qui modifiaient à la fois composition et matrice. Les traitements thermiques, ça peut aller jusqu'au micro-ondes, jusqu'à l'upérisation à haute température, la cuisson, le séchage. Les traitements mécaniques, les crémages, le pelage, le broyage. Les traitements fermentaires qu'on utilise depuis aussi très longtemps, notamment les boissons alcooliques, la choucroute, etc. Et l'ajout d'ingrédients culinaires pour conserver les aliments. Donc c'était le sel pour conserver, le sucre pour conserver les fruits. Donc on a fait des confitures pour conserver des fruits toute l'année. Puis il y a aussi le fumage. Alors là, c'est pas un ajout d'ingrédients, mais c'était aussi pour augmenter la conservation des aliments. Donc avec ces 4 traitements que l'humanité utilise à la fois au niveau traditionnel à la maison, mais aussi l'industrie, n'a jamais été associé à un tel niveau de maladie chronique dans le monde. Sinon, ça, je pense que ça se saurait. C'est bien avec l'avènement de l'ultra-transformation après-guerre que sont apparues conjointement les maladies chroniques à grande ampleur, à partir des années 60, fin des années 50-60 aux États-Unis, et dans le monde occidental pour culminer dans les années 80 et 90. Et donc l'ultra-transformation est le degré de transformation qui n'est plus acceptable ni pour la santé humaine, ni pour la planète. Donc ça inclut quoi? Ça inclut le cracking alimentaire, c'est-à-dire qu'on déconstruit les matrices jusqu'à isoler les briques alimentaires, ce qu'on ne fait pas dans les traitements thermiques, mécaniques, fermentaires et l'ajout d'ingrédients. On ne va pas jusqu'à déconstruire la matrice. Donc là, on déconstruit la matrice, on isole des briques élémentaires qu'on va peut-être même parfois modifier ensuite par des voies enzymatiques et chimiques, et ça va donner ce qu'on appelle les marqueurs d'ultra-transformation, qui vont soit être recombinés entre eux dans de nouvelles matrices, que j'ai appelées les fake food, ou ajoutés à des vrais aliments pour des raisons cosmétiques, c'est-à-dire modifier goût, couleur, arôme et texture. Donc on est vraiment dans une problématique cosmétique, c'est pour ça qu'on parle d'artificialisation des matrices alimentaires. Et donc ce degré de transformation excessif et cette artificialisation des matrices est le degré de transformation là, qui n'est plus acceptable pour la santé globale. Est-ce que tu peux Donc, donner des ouais. exemples là de transformations comme ça? Parce que tu as dit le cracking, je ne sais pas si tous nos auditeurs, comprennent véritablement ce que c'est précisément, quoi? Le cracking, alors c'est un peu comme le pétrole, c'est-à-dire on prend un aliment et d'un aliment, on va pouvoir fabriquer jusqu'à 30 composés différents, ce qui fait qu'au final, de vendre les 30 composés différents est plus rentable que l'aliment de départ. On peut prendre un grain de blé, puisque j'ai travaillé une quinzaine d'années sur les produits céréaliers. Au début, le grain de blé, donc avant l'avènement de l'ultra-transformation, on s'arrêtait au raffinage, c'est-à-dire que donc, le grain de blé était moulu, et donc ensuite on avait une farine blanche, du germe, le germe de blé, qu'on enlevait pour des raisons, parce que comme c'est riche en gras, ça entraînait un ranciment des farines, et le son de blé qui a longtemps été donné aux animaux, alors que c'était la partie la plus riche en composés protecteurs et bioactifs. Donc ça, c'était le premier stade qu'on appelle le raffinage. Le cracking, c'est la suite, c'est-à-dire qu'on va, à partir de ces 3 fractions, isoler les briques élémentaires. Donc la farine blanche, par exemple, on va isoler le gluten, on va faire des isolats de gluten, et l'amidon, ce qu'on appelle la fécule. C'est ce qu'on voit sur beaucoup d'emballages, hein. Vous verrez souvent amidon de blé, amidon de maïs, amidon de riz, amidon de pommes de terre. Donc là, on a déjà 2 marqueurs d'ultra-transformation, isolat de gluten et amidon. Ensuite, l'amidon, on peut le modifier par des voies enzymatiques et chimiques. C'est tous les amidons modifiés E1400 pour les additifs, qu'on trouve aussi dans de très nombreux aliments industriels, souvent comme texturants. Alors, on fait des modifications hein, que peut-être le corps humain ne sait pas reconnaître, puisque là, on va beaucoup plus loin que ce qui existe dans la nature. Et puis ensuite, cet amidon, on peut commencer à le dégrader en ajoutant une enzyme pour faire des maltodextrines. Et ensuite, si on pousse l'hydrolyse jusqu'au bout, comme l'amidon, c'est des millions de molécules de glucose, si on pousse l'hydrolyse à 100%, on a un sirop de glucose. Ensuite, on peut rajouter une enzyme pour convertir une partie du glucose en fructose, et ça donne le sirop de glucose-fructose, avec des teneurs variables en fructose selon la durée d'action de l'enzyme de conversion du glucose en fructose. On peut hydrogéner aussi le glucose et faire des sucres alcools, des polyols. On peut aussi faire du dextrose qu'on va retrouver dans des charcuteries.
etc., etc. Voilà, donc c'est ça le cracking. On isole les briques alimentaires et parfois même on les modifie derrière par de nouveaux traitements enzymatiques et chimiques. Et ça, on le fait avec assez peu d'aliments finalement sur la planète. On va faire ça avec les céréales, maïs, riz, blé, pommes de terre ou les féculents, notamment pour les sucres ultra transformés, soja et pois, notamment pour les isolats de fibres et de protéines. Ensuite, les œufs, le lait et les minerais de viande font partie aussi des aliments qui sont craqués. Et donc, en fait, tout l'enjeu sur la liste des ingrédients, donc la composition, c'est pas ça qu'il faut regarder pour choisir son aliment. Alors, c'est là est tout l'enjeu, mais on pourra en discuter. C'est comment repérer tous ces marqueurs d'ultra-transformation dans la liste des ingrédients. Parce que ce sont eux qui sont l'indicateur indirect de l'ultra-transformation ou pas de l'aliment. Et plus dans la liste des ingrédients, on a des vrais ingrédients, c'est-à-dire des ingrédients nobles qui n'ont pas été craqués et dont la matrice a été respectée. Par exemple, si vous avez marqué poisson, si vous avez marqué farine au lieu d'isola, bah, la farine, ce n'est pas un marqueur d'ultra-transformation, alors que l'isola est un marqueur d'ultra-transformation. Donc tout l'enjeu, c'est de repérer ces MUT, marqueurs d'ultra-transformation, qui sont de plusieurs catégories, qui ont une fonction cosmétique, c'est-à-dire modifier couleur, arôme, goût et texture. Et donc, vous avez 4 marqueurs d'ultra-transformation. Vous avez donc tous les additifs cosmétiques, texturants, colorants et modificateurs de goût. Donc, ça peut être l'aspartame, ça peut être... vous avez des amidons modifiés, vous avez des colorants, vous avez des correcteurs d'acidité, etc. Ensuite, vous avez tous les arômes naturels, de synthèse et les extraits d'arômes, qui ne sont pas des additifs au sens strict, avec la lettre E. Ensuite, vous avez tout ce qui n'est ni additif ni arôme, donc on va trouver tout ce qui reste, hein, c'est-à-dire des sucres, des gras, des protéines et des fibres ultra transformées, donc tout ce qui est isolat de fibres, de protéines, protéines hydrolysées, graisses hydrogénées interestérifiées, trans, et puis tous les sucres que j'ai cités et qui ne sont pas classés dans les additifs. Et enfin, un dernier marqueur qui, lui, n'est pas sur l'emballage, donc qui est pas évident à reconnaître pour le consommateur, c'est des traitements technologiques qui participent de l'ultra-transformation, mais l'industriel n'a pas, enfin, la loi n'oblige pas l'industriel à indiquer les procédés de transformation, puisque c'est souvent secret industriel et d'entreprise, donc ça peut se comprendre. Mais par exemple, la cuisson-extrusion qui va donner tous les snacks sucrés, salés, gras ou les céréales du petit déjeuner pour enfants, ou le soufflage qui va donner les galettes de riz blanc soufflé ou le popcorn, sont des procédés d'ultra-transformation, parce qu'on en revient toujours à une matrice dégradée. C'est-à-dire que ces traitements sont très drastiques, assez violents en termes de température et de pression. Et donc, ils ont tendance à un peu exploser les matrices de féculents, notamment, puisque c'est beaucoup appliqué aux féculents, augmentant énormément l'index glycémique et transformant les céréales, finalement, en bombes de sucre pour l'organisme. Voilà, en gros, ce que c'est que l'ultra-transformation. Donc, le maître mot, c'est cosmétique. Et tout ce qui est conservateur, antiprolifératif, antioxydant, même si c'est des additifs, ça n'entre pas dans l'ultra-transformation parce que c'est une autre problématique. Ce n'est pas une problématique cosmétique, mais de conservation. Avant de voir comment on fait du coup pour sélectionner les bons produits, euh, tu nous as très bien expliqué ce que c'était un aliment transformé, même ultra transformé, mais quelles sont les problématiques du coup liées à ces produits pour nous? Bah, la problématique, c'est quand on commence à les consommer en excès et qu'ils deviennent la base de l'alimentation. Et ce n'est pas seulement un problème de santé, ça va être un problème beaucoup plus large de ce qu'on appelle de santé globale ou One Health. Donc, en termes de santé, donc, la première étude de santé épidémiologique a été publiée en 2013, donc on a 10 ans. Et en 10 ans, on approche des 200 études épidémiologiques dans le monde qui ont été publiées, ce qui est beaucoup en si peu de temps. Et si on prend seulement les études longitudinales les plus robustes, c'est-à-dire on va suivre la population dans le temps sur des grandes populations, on est à peu près à 70-80 études. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on a aussi une quarantaine, ce qu'on appelle de revues de synthèse, méta-analyse, revues systématiques, ce qui est beaucoup hein, sur un temps aussi court. Donc c'est vraiment devenu un sujet de recherche mondial. Et si on fait la synthèse de toutes ces études, donc globalement, si on compare les gros consommateurs et les petits consommateurs, alors évidemment les proportions varient selon les études, on observe de manière convergente et assez robuste que les gros consommateurs sont à risque accru de mortalité précoce, ce qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire qu'on meurt plus tôt que prévu. Alors c'est une association, hein, ce n'est pas une cause et un effet, mais ça reste un indicateur un petit peu alarmant, même beaucoup alarmant. Et puis toutes les maladies chroniques sont concernées, donc on a des risques accrus
surpoids, obésité, syndrome métabolique, hypertension, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, cancer totaux, santé mentale et dépression, enfin, etc., etc. Je pense qu'il faut retenir ces deux choses. C'est quelle que soit la population étudiée sur le globe, on observe la même chose. Donc ça veut dire que l'effet de ces aliments s'affranchit de l'environnement de la population. Par exemple, un Japonais d'Okinawa qui est en bonne santé avec le régime Okinawa et qui se met à manger comme les Américains en arrivant aux États-Unis, va développer le même type de maladie. Par exemple, les Inuits du Grand Nord canadien, il y a une étude sur l'ultra-transformation, bien, ils ont le même risque de syndrome métabolique que dans nos pays, s'ils se mettent à consommer beaucoup d'ultra-transformés. Donc ça, c'est le premier point à retenir. Et puis, il semblerait que toutes les fonctions du corps soient concernées, puisqu'il y a aussi le microbiote dont je n'ai pas parlé, mais voilà, tous les métabolismes semblent affectés jusqu'au microbiote. Donc, c'est ce que j'appelle le double effet ubiquitaire, c'est-à-dire touche toutes les populations et toutes les fonctions physiologiques. J'ai un petit peu, je vais pas dire titillé, mais j'ai envie de dire, et alors, qu'est-ce que ça fait si, par exemple, parce que les personnes qui consomment ce genre de produits, elles disent forcément, faut bien vivre, je fais ce que je veux, c'est ma santé, pour l'instant, je vais très bien. Donc, qu'est-ce qui... Oui, Vas-y, je t'en prie. oui, bah, il y a deux choses à répondre. D'abord, c'est la question du seuil, c'est-à-dire à partir de quel pourcentage de calories ultra transformées ça devient problématique. Alors nous, on a proposé un seuil sur les bases des études reliant surpoids, obésité et ultra-transformation de 15% de calories quotidiennes, c'est-à-dire 1 à 2 produits par jour. Il est très probable que ce seuil soit entre 10 et 15, puisque des études plus récentes, puisque ce seuil, nous, on l'a publié qu'en 2019-2020, voilà, il est plus probable que ce soit entre 10 et 15% parce qu'il y a des études dose-réponse qui montrent que même à partir de 10%, donc c'est des simulations sur des populations, on commence à voir augmenter des risques, notamment cardiovasculaires. Donc ça, c'est la première réponse. Donc on peut en manger 1 ou 2 par jour, absolument sans aucun risque. Après, ce n'est pas seulement une question de santé. C'est-à-dire, on est dans des pays libres, on a le droit de manger ce qu'on veut. Et si on veut manger beaucoup ultra transformé et prendre des risques, on a le droit de le faire. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il faut bien prendre conscience que si on continue à acheter en masse ces aliments, notamment sur la planète, c'est ce qui est en train de se passer, on menace pas seulement notre santé, mais on menace la santé globale. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'autres personnes que l'on va affecter par nos choix. Par exemple, on va faire disparaître des petits paysans et des petits producteurs, notamment dans les pays émergents et en développement, même dans nos pays d'ailleurs. On va menacer donc la socio-économie, on va favoriser les inégalités sociales de santé, puisque ces aliments dans nos pays sont consommés par les plus défavorisés. Et ils sont le plus à risque d'obésité, de surpoids et de diabète de type 2. Donc, ils sont aussi associés à des inégalités sociales de santé. On va menacer les traditions culinaires, puisque on éloigne les plus jeunes des vrais aliments et de leurs traditions culinaires avec des aliments hyper standardisés. Ça a été très bien observé sur la planète, notamment dans les îles du Pacifique ou dans des pays émergents. On va augmenter la souffrance animale parce qu'il n'y a pas de secret, les calories animales dans ces produits sont issues d'élevages hyperintensifs, majoritairement et associés à un haut niveau de souffrance animale. On va participer à la destruction des systèmes alimentaires et de la durabilité, puisque tous ces marqueurs d'ultra-transformation viennent majoritairement de grandes monocultures intensives, très polluantes. On va craquer très peu d'aliments, donc une très faible biodiversité alimentaire. La déforestation, pour produire les aliments qui vont nourrir le bétail en feedlot, notamment en Amérique du Nord, Canada, Amérique du Sud, Australie. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc tout ça participe aussi à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, et puis la pollution plastique, parce que ces aliments sont suremballés, notamment les sodas, et ça aussi, ça a été bien documenté. Il y a une très grande pollution plastique. Il y a aussi des épuisements de ressources en eau avec les grands vendeurs de sodas qui exploitent à fond certaines ressources d'eau. Donc, voilà ce que je dirais, c'est que certes, on a le droit de choisir ces aliments, mais si on les mange régulièrement et qu'on favorise leur développement, voilà ce qui va arriver en fait au final. Donc il faut faire attention que notre liberté s'arrête là où on met en danger un peu celle des autres, pour résumer entre guillemets les choses. Oui, chez nous, chez Inat We Trust, on a tendance à dire que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. C'est Donc, il ça, faut prendre conscience que si on achète ce produit qui est moins cher, c'est que quelque part derrière, il y a quelque chose qui fait que c'est moins cher. Et donc, se c'est poser ça. la question et essayer de comprendre pourquoi c'est moins cher, c'est
bah, c'est important aussi bien pour la biodiversité, pour l'éthique, mais également même pour sa propre santé. Parce que quand on consomme un produit de moins bonne qualité, ben, Mm. potentiellement dans notre corps, on met également des nutriments de moins bonne qualité. Et peut-être qu'on va être plus fatigué, plus fragile, Oui. etc. Oui, ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que c'est les coûts cachés de l'alimentation. Aujourd'hui, bon, il y a pas encore beaucoup d'études, mais on avait fait un article dans Up Magazine avec Michel Duruc, qui est chercheur honoraire à l'INRA, sur les coûts cachés de l'alimentation, notamment dans les pays occidentaux. Et sur une première synthèse de 4 rapports publiés en Occident, bon, on arrivait au fait que pour 1 euro d'aliments industriels achetés, on a 1 euro de coût caché de santé et d'environnement, le double. Donc c'est beaucoup parce qu'en fait, on croit faire une économie parce que c'est souvent des calories meilleur marché, globalement, hein, les ultra-transformés. Alors après, il y a des ultra-transformés qui coûtent plus cher, comme les substituts, les steaks végétaux, etc. Mais globalement, c'est moins cher sur la planète parce qu'évidemment, les marqueurs d'ultra-transformation, ça coûte moins cher que les ingrédients nobles. C'est produit en masse, c'est très bon marché. Un arôme est beaucoup moins cher qu'un vrai fruit. Un sirop de glucose coûte 10 fois moins cher que du sucre de table. Donc, si vous voulez, c'est très bon marché. Donc, on croit faire une affaire à court terme, mais en fait, c'est très cher à long terme. C'est très cher pour l'environnement et la planète, pour la socio-économie, pour nos sociétés et pour la santé. Et donc, il y a des coûts cachés très importants. Donc, en fait, c'est un très mauvais calcul qui n'est pas forcément, comment dire, remis en cause malheureusement par nos politiques, mais il faudrait peut-être mettre un peu plus cher sur l'aliment de départ. Ça pourrait être, je ne sais pas, 10% plus cher, par exemple. Mais à long terme, on ferait des économies pour la planète et pour la santé et des économies qui pourraient être réinvesties ensuite pour favoriser, par exemple, des vrais aliments de qualité qui soient finalement pas si chers que ça. Donc, en fait, c'est toute une révolution qu'il faut mettre en œuvre. Et comme vous le disiez justement, on est responsable de sa propre vie, mais on est aussi responsable de l'impact de nos choix sur les autres. Donc, il faut vraiment prendre. Il faut toujours avoir une vision holistique, en fait, dans l'alimentation, jamais réductionniste, parce que sinon, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Oui, tu as raison. Un produit, on le paye, enfin, un produit de mauvaise qualité, on a tendance à le payer 3 fois, quoi. La première fois quand on l'achète, la deuxième fois quand on va devoir aller chez le médecin parce que forcément il nous a pas tenu en bonne santé, et puis la troisième fois parce qu'il faut réhabiliter les sols, parce C'est que ça, on a mis trop de pesticides et compagnie dedans, quoi. c'est exactement ça. J'aimerais qu'on parle du coup, parce qu'on a un peu sauté la question, de Oui. comment on fait pour choisir le bon produit. Alors, le bon produit, donc tout le monde n'est pas expert en ultra-transformation et en marqueurs d'ultra-transformation. Donc, en fait, bah, nous, on a développé des règles très simples, génériques, qualitatives, holistiques, toutes bêtes. Donc, d'abord, il faut séparer les vrais des faux aliments. Donc, comment repérer un ultra-transformé? Donc, il faut repérer les agents cosmétiques, les marqueurs d'ultra-transformation. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, parce que c'est pas toujours évident, c'est un travail qu'on a publié en 2020. On a calculé sur des milliers d'aliments industriels représentatifs de l'offre en GMS en France qu'au-delà de 5 ingrédients, c'est-à-dire 6 et plus, on a à peu près 8 chances sur 10 que l'aliment soit ultra transformé. Pas 10 sur 10, mais 8 sur 10. Donc ça, c'est indicatif. Ça peut déjà être un premier indicateur. Ensuite, si vous voyez des noms très compliqués que vous n'utilisez pas en maison, attention, méfiance quand même. Ensuite, il y a d'autres indicateurs qualitatifs, c'est que, alors, ce sont souvent des aliments enrichis en sucres salés gras de mauvaise qualité, des emballages très colorés. Donc, on a un marketing très élaboré autour de ces aliments. C'est pour ça qu'on parle de malbouffe de très bonne qualité, parce qu'il y a une très bonne qualité de vente, marketing, mais ça reste de la malbouffe. Donc, des emballages très colorés, avec des allégations nutritionnelles qui laissent à penser que c'est sain. Par exemple enrichi en minéraux, en fibres, en vitamines, blé complet, allégé, vegan, bio, etc. Mais ça n'empêche pas l'ultra-transformation. Ensuite, il y a souvent un suremballage parce que beaucoup de ces aliments ont pour vocation à être consommés de manière isolée sur le pouce déjà tout prêt. Donc, on a beaucoup de portions individualisées, ce qui entraîne évidemment un suremballage. Et puis, pour les enfants, on a souvent des personnages de l'univers des enfants. Donc, pour les attirer, on crée un peu des aliments doudous qui rassure l'enfant, qui lui donne l'impression d'appartenir aussi à un clan avec ses amis, parce que s'il n'achète pas ce produit, il peut se sentir exclu d'un groupe qui achète tous le même produit. Par exemple, le goûter à 16 heures. Si un enfant arrive avec des noix et des noisettes, il peut se sentir exclu avec ses petits camarades qui vont tous acheter des biscuits industriels ou des barres chocolatées. Donc ça, c'est l'esprit de clan qui, en sociologie, est connu et sur lequel, évidemment, les industriels jouent beaucoup en vendant ces produits pour les enfants, faisant croire qu'ils sont associés au plaisir,
à la joie et au vivre ensemble, alors qu'en fait, c'est évidemment du trompe-l'œil. Donc, c'est de la malbouffe de très bonne qualité parce que ce sont des aliments qui avancent à visage masqué. Beaucoup d'entre eux laissent à croire qu'ils peuvent être indirectement et à long terme bons pour la santé, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien regarder l'ensemble et non pas les allégations qui sont focalisées sur une partie de l'ensemble. C'est pas parce que vous avez une pâte fromagère où c'est marqué source de calcium qu'il faut l'acheter. Le calcium n'a de valeur qu'en fonction de l'ensemble. Si l'ensemble n'est pas de bonne qualité, ça ne sert à rien. Donc, les pâtes fromagères pour enfants qui sont ultra transformées, même s'il y a marqué source de calcium, il ne faut pas se laisser avoir. Ou des desserts du petit déjeuner cuits extrudés où il y a marqué blé complet, si c'est cuit extrudé, ça transforme la fécule en une bombe de sucre. Donc, c'est une confiserie. Donc, il ne faut pas y aller non plus, même si c'est un bon Nutri-Score. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à essayer d'intégrer. Alors, je sais que c'est pas évident. Aujourd'hui, il y a quelques applications qui donnent le score Nova du degré de transformation. Mais bon, c'est un exercice à faire qui n'est pas forcément évident au départ, mais au fur et à mesure, on peut quand même y arriver. Après, le meilleur moyen, évidemment, de ne pas acheter ultra transformé, bah, c'est d'aller au marché parce que le pourcentage d'ultra transformé dans les marchés est très faible. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle pour aider les consommateurs. Donc, si je résume, on vérifie au nombre d'ingrédients, Oui. 5-6 maximum. Alors, Le nom 5 maximum, oui, parce qu'au-delà de 5, 8 chances sur 10 qu'ils soient ultra transformés, ouais. Le nom des ingrédients également. Si on a la liste des ingrédients qui commence à nous insulter, on n'y va pas. C'est ça. Beaucoup trop marketing, allégations, la mascotte, Oui, ça, tout ce c'est qui nous jamais fait un peu pensé. sourire et qu'on dit c'est super joli, ça, on fait attention. Et au suremballage. Oui, voilà, après, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez, d'abord, un vrai aliment se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin ni d'être enrichi, ni d'être allégé. Donc, quand il y a marqué allégé ou enrichi, c'est pas bon signe. Ça veut dire que l'aliment était pas bon au départ et qu'on a eu besoin de corriger le tir. Donc, si on a eu besoin de corriger le tir, c'est souvent le signe de l'ultra-transformation. Parce que si vous mangez des vrais aliments, enfin, personne par exemple, je prends l'avocat qui est quand même riche en matières grasses, personne ne va faire un avocat léger en gras, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, ou une pomme allégée en fibres ou en sucre. Donc, en fait, tout ça, c'est des artifices qui trompent le consommateur et qui utilisent cette vision réductionniste nutricentrée qui domine nos sociétés occidentales pour le bien manger. Les gens ont été formés, ont été biberonnés à l'approche par nutriments et ne raisonnent qu'en nutriments. Donc, ils voient marqué vitamines, minéraux, fibres, protéines, calcium. Donc, ils se disent c'est bien. Non, la valeur du nutriment dépend de l'ensemble. Si l'ensemble n'est pas de qualité, le nutriment, au final, ne servira à rien, enfin, ne sera pas bénéfique à l'organisme. Donc, je prends juste un exemple. On sait très bien que les féculents, plus ils sont transformés, plus l'index glycémique augmente et pourtant la composition ne change pas. Donc, si vous voulez, vous pouvez bien mettre céréales du petit déjeuner au blé complet. Si c'est de la cuisson extrusion, ça reste une confiserie. Voilà. Je vois. Tu as dit quelque chose qui a un peu résonné en moi là. Tu as dit quand l'enfant il va à l'école avec ses amandes, il est un peu mal vu et tout. Et c'est effectivement, moi je faisais ça quand j'étais au lycée là. Je Hum, me ramenais avec mon fruit et mon petit sachet d'amandes. Et effectivement, j'étais tout le temps critiqué, tout le temps, bah, enfin, et c'est vrai que c'est difficile, et encore plus pour un enfant hum. qui sont, on le sait, assez difficiles entre eux, très Oui, faciles sur la critique. c'est ça. Comment euh, on pourrait faire changer les choses ou par quoi on pourrait commencer pour un peu faire changer Alors, ouais, c'est une question fondamentale. On arrive à des plus, là, cette fois-ci, de la recherche en sociologie. Alors, j'en ai fait aussi un peu, avec une thèse qu'on a fait justement sur l'alimentation chez les enfants, avec Louis Le Bredoncel, donc qui a observé évidemment que plus, notamment en France, plus les familles sont défavorisées, plus elles achètent des calories de mauvaise qualité, parce que la première préoccupation, c'est de se mettre des calories dans le ventre. Donc ils ont une vision quantitative et réductionniste des calories, peu importe la qualité finalement. L'essentiel, c'est déjà d'avoir suffisamment de calories. Alors que les enfants de familles plus aisées ou qui ont une meilleure éducation à l'alimentation vont favoriser la qualité des calories. Et donc, notamment, le côté, est-ce que c'est industriel ou pas, le bio, est-ce qu'il y a des résidus de pesticides, etc. Donc ça, c'est bien observé. Alors après, pour l'esprit de clan, oui. En fait, ça, effectivement, bon, si vous voulez, à 4 heures, l'idéal, ce serait de donner du pain complet avec éventuellement un peu de beurre
ou du vrai fromage, des noix, des noisettes, des fruits séchés, des vrais fruits, etc. Effectivement, si l'enfant il est le seul et que tous les autres prennent des produits de marque, parce que c'est la marque qui crée un faux semblant d'appartenance à un groupe, ça peut être compliqué. Alors après, on sait que pour faire changer une habitude alimentaire, bon, il y a l'éducation à l'alimentation, ça évidemment, à l'école. Euh, pour l'instant, ce serait l'idéal dans le tronc commun, c'est-à-dire que on apprend à lire, écrire et compter, donc il faudrait rajouter à manger. Aujourd'hui, on en est là, on a besoin de réapprendre à manger, et une fois que ce sera fait, peut-être qu'on pourra l'abandonner, mais en tout cas, ce serait un quatrième pilier qu'il faudrait ajouter. Ceci étant dit, on sait que pour faire changer une habitude alimentaire, ça c'est des études qui ont été publiées récemment, si les amis qu'on a, les gens proches de notre entourage, ont des habitudes, par exemple, alimentaires qui sont plus saines et durables, ça peut plus facilement pousser la personne à changer, pour imiter les gens qu'elle apprécie. Voilà, donc ça, on sait qu'il y a eu des résultats là-dessus qui l'ont montré. Donc ça voudrait dire que bah, si vous voulez arriver à 16 heures avec des vrais aliments de qualité, il faudrait que ce soit tout le groupe qui s'y mette, en fait, quelque part. Donc ça, c'est le rôle de l'éducation. Parce que sinon, je ne vois pas d'autre solution que de sensibiliser les parents et les enfants au bien manger. Et puis aussi arriver à faire un marketing inversé, c'est-à-dire positif, que de manger des vrais aliments, bah, c'est être branché, quoi. T'es Il y a quelqu'un, dans un voilà. pays, au Brésil, ou je sais plus quel pays, ils ont mis en place des icônes ou ce genre de choses. Et plus l'aliment est transformé, plus il a d'icônes. Et du coup, les enfants à l'école, le but, c'est d'avoir le moins de logos possible. Oui, Et du coup, c'est moins il y a de logos et plus c'est un aliment sain et brut. Et c'est ça. apparemment, ça devient un jeu et les enfants sont contents d'aller à l'école avec le moins d'icônes possible, quoi. Oui, voilà, il faut trouver des solutions alors je sais pas, on appelle ça le nudge, hein, enfin, voilà, moi je suis pas sociologue, mais voilà, il faut prendre les résultats des études de recherche en sociologie de l'alimentation, les résultats qui marchent, puis voir comment on peut les appliquer au niveau des plus jeunes, de l'école, des parents, et que l'enfant, de toute façon, il faut que l'aliment soit bon, c'est-à-dire que personne, même si l'aliment est sain et durable, si l'aliment n'est pas bon et qu'on ne l'aime pas, on ne l'achètera pas, moi le premier. Mm. Voilà, ça c'est. L'alimentation doit rester un plaisir. Donc, tout l'enjeu, c'est comment créer des aliments plaisir, que l'enfant prendra plaisir à manger et qui lui donneront l'impression de ne pas être rejeté par son environnement. Donc, je pense que tout l'enjeu aussi est là. Parce que, par exemple, dans les pays aujourd'hui émergents en développement, acheter des produits ultra transformés, c'est un signe extérieur de richesse. Parce que on achète des produits de grande marque. Donc, c'est vu comme quelque chose. C'est vu comme le fait qu'on ait accédé à un niveau de richesse supérieur d'acheter des produits des grandes multinationales, un peu comme aujourd'hui l'enfant. Il veut acheter des chaussures de marque ou des blousons de marque parce qu'il a l'impression d'appartenir à une communauté. Et voilà. Donc ça, c'est des facteurs à prendre en compte si on veut faire évoluer les choses. Pour choisir un produit, est-ce qu'il y a des labels à privilégier? Est-ce qu'on privilégie le bio ou pas forcément? C'est pas forcément nécessaire. Est-ce qu'il y a ce genre de critères importants? Bah, alors, c'est pas un label. Donc la première chose, c'est évidemment de séparer les vrais des aliments ultra transformés. Puis dans les vrais aliments, ça je ne l'ai pas dit, je préfère le dire avant de répondre à votre question, c'est évidemment favoriser les formes solides à liquides dans les vrais aliments, les céréales complètes à raffiner et ne pas avoir la main trop lourde sur l'ajout de sel, sucre et gras. Donc il y a quand même des règles dans les vrais aliments à prendre en compte qui ont été montrées scientifiquement. Alors je ne suis pas un spécialiste des labels. Ce que je sais, c'est que on peut être bio ou ultra transformé, c'est-à-dire un produit qui vient de l'étranger, qui est hors saison et qui est bio, un bio étranger hors saison et qui est ultra transformé, c'est évidemment c'est du greenwashing, ça n'a aucun intérêt. Donc manger bio, oui, mais plutôt local et de saison, pour que ça ait du sens. Donc notamment les fruits et les légumes. Donc le bio est intéressant dans cet esprit-là parce que c'est aussi un travail qu'on a publié il y a 2, 3 ans. C'est que en distribution du bio en France, si on met on arrive à peu près à 50% d'aliments industriels bio qui sont ultra transformés. Alors, par rapport au conventionnel, il y a quand même deux bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a moins d'ultra transformation, puisque c'est 70% dans le conventionnel, donc il y a 20% de moins. Et dans les 50% qui restent, on a beaucoup plus d'aliments qui n'ont qu'un marqueur que dans le conventionnel. Dans le conventionnel, il y a 2 fois plus, pardon, dans le bio, il y a 2 fois plus d'aliments qu'en conventionnel où il n'y a qu'un marqueur d'ultra transformation. Donc c'est toujours mieux un marqueur que 12 ou 15. Ensuite, les autres labels, je ne les connais pas, donc je ne peux pas me prononcer, mais
quand même, il faut, au-delà du label, c'est vraiment important de regarder la qualité, la liste des ingrédients. Donc, voilà, ça c'est important. Et donc, si vous voulez acheter bio, pour résumer, il faut, enfin oui, il faut, c'est du bio local et de saison dans l'idéal, ouais. Et non ultra transformé, évidemment. Mm. Tu as développé, toi, 3 règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique, Oui, que tu as appelé la règle des 3 V. Est-ce que tu peux nous oui. l'expliquer? Oui, bah, c'est une règle empirique, hein. C'est la même démarche que Nova, c'est-à-dire c'est empirique, inductif. Donc en fait, la règle des 3 V, c'est vrai, végétal, varié. Donc en fait, la question qu'on s'est posée, pour faire simple, parce que c'est important de connaître l'historique, c'est on s'est demandé quelles étaient les dimensions qui caractérisent la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. Donc on connaissait 2 dimensions qui étaient bien connues. Le ratio produits animaux sur végétaux. On sait que trop de produits animaux et de viande rouge, notamment, ou de bovins, est délétère pour la planète. Et puis aussi, la viande rouge est transformée peut poser problème pour la santé. On connaissait la diversité alimentaire, qu'on va appeler variée. La première, on va l'appeler végétale, la deuxième variée. Alors, la diversité alimentaire est plutôt liée aux carences et aux déficiences, pas vraiment aux maladies chroniques en tant que telles. C'est plutôt un problème de déficience et de carence. Donc ça, c'est végétal et varié. Et puis quand en 2013, je suis tombé sur les travaux des Brésiliens sur la transformation, ça a fait tilt parce que il y a eu une intuition où j'ai compris que c'était le chaînon manquant dans cette relation alimentation-santé globale. C'était le chaînon manquant, c'est-à-dire que c'était la dimension qui manquait. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de dire de végétaliser, parce que si on végétalise avec de l'ultra transformé, ça va ni être meilleur pour la santé et pas guère meilleur pour la planète. Donc on a rajouté cette troisième dimension, qui est le vrai, qui renvoie au degré de transformation. Donc ça a été le premier. Donc ça, c'est ce qu'on a publié en 2016-2017, les 3 dimensions. Ensuite, on s'est posé une question, quel était le curseur sur ces 3 dimensions? Et là, c'est ce qu'on a publié en 2020. On arrive à 15% maximum au niveau planétaire, hein, j'entends bien, pas au niveau. Après, il peut y avoir des variations locales selon la réalité des pays et les réalités agronomiques et climatiques, mais en tout cas, planétairement, il ne faudrait pas dépasser 15% de calories animales par jour, grand maximum, et 15% grand maximum de calories ultra transformées. Et puis, dans l'idéal, pour le manger varié, c'est au moins 3 aliments différents sur une semaine, des grands groupes alimentaires, fruits, légumes, céréales, viande rouge, viande blanche, etc. Et enfin, on s'est demandé, et ça c'est venu plus tardivement, est-ce qu'il y avait une hiérarchie dans ces 3 dimensions qui sont interconnectées et indissociables? Et ça, on l'a publié seulement en 2022. Donc, c'est bien dans l'ordre vrai, végétal, varié, comme je l'expliquais tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas séparé le vrai du faux, eh bien, de végétaliser et de varier n'a pas de sens. Parce que si on végétalise de l'ultra transformé et qu'on varie des ultra transformés, ce n'est pas une vraie variété naturelle, c'est une variété de marque et de reformulation. C'est une variété de marqueurs d'ultra transformation. Donc, c'est bien vrai, végétal, varié, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a séparé les vrais des faux aliments, eh bien, on choisit ces aliments sur le vrai. Et ensuite, à l'échelle de la semaine, on végétalise et on varie dans les vrais aliments, animaux et végétaux. Et là, cette fois-ci, on s'adresse à l'équilibre nutritionnel sur une semaine. Donc le vrai, c'est l'effet matrice. Ça revient, on renvoie au potentiel santé de l'aliment. On choisit sur l'effet matrice le degré de transformation. Et ensuite, on équilibre sur la composition, cette fois-ci sur une semaine, puisque l'équilibre nutritionnel n'a de sens qu'au niveau d'un régime alimentaire sur une semaine. Donc voilà, en gros, il n'y a pas grand-chose à retenir, hein, pour bien manger, pour soigner la planète. C'est vrai, végétal, varié. Et puis enfin, on a ajouté au varié parce que là aussi, c'est important pour la planète, si possible, parce que c'est jamais possible à 100%, bio, local ou de saison, si possible, notamment, surtout pour les fruits et légumes, ça compte beaucoup de manger local et de saison. Super, merci pour les explications. Dans une société où tout va vite et où on prend plus le temps de bien faire, comment Ouais. on fait pour choisir correctement? Est-ce que il faut s'obliger à prendre le temps ou est-ce qu'on peut trouver des méthodes ou des hacks, comme certains aiment les appeler? Euh, En fait, comment faire dans une société où tout va vite? Je dirais que c'est vrai que les gens disent toujours, c'est une question de temps et d'argent, l'alimentation. Mais tant qu'on raisonnera comme ça, on fera le jeu des ultra transformés. Parce que, si vous voulez, l'ultra transformation s'adresse à ça, au temps et à l'argent. C'est-à-dire, c'est moins cher en général, globalement, si on prend des milliers d'aliments ensemble. Et c'est rapide à préparer, on peut le manger sur le pouce, hein, à tel point qu'on a même fait des repas en poudre, qu'il suffit de rajouter de l'eau et puis de boire, et ça remplace tout un repas. Donc, si vous voulez, entre partager un repas avec des gens qui prend 40 minutes, par exemple, ou 30 minutes, et boire
boire un repas en poudre en 1 minute, on voit bien la différence, elle est énorme. Sauf que le repas en poudre, c'est ultra transformé. Donc, c'est réduire l'acte alimentaire à une somme de nutriments, ce que j'appelle l'ultra-réductionnisme. Donc, je pense que avant tout, c'est d'abord une question de valeur, de système de valeur. L'être humain a toujours un système de valeurs et une hiérarchie des valeurs, même s'il ne s'en rend pas compte. On a toujours des valeurs qui sont élevées, puis ensuite, voilà, on a tous une pyramide des valeurs. Et donc, en fait, l'acte alimentaire devrait être en haut de notre pyramide des valeurs. C'est-à-dire que l'alimentation n'a pas. C'est quand même ce qui soutient la vie, d'abord humaine, ensuite animale et environnementale. Donc, on pourrait dire d'un point de vue plus éthique et philosophique, ce qui soutient la vie n'a pas de prix. Or, aujourd'hui, les aliments, notamment ultra transformés, l'acte alimentaire a été tellement dévalorisé qu'on met les aliments au même niveau que des smartphones ou des produits de grande consommation. C'est-à-dire que la plupart des publicités alimentaires à la télé, c'est des aliments ultra transformés qui sont vendus comme des smartphones et customisés comme des smartphones ou des voitures. C'est-à-dire qu'un jour, on change la couleur, un jour, on rajoute des minéraux, on l'allège, mais c'est toujours les mêmes qui font les reformulations et qui engrangent l'argent. Si vous voulez, c'est les mêmes qui vendent des sodas normaux et 0%. Donc, c'est les mêmes qui vous vendent des sodas qui rendent diabétiques et après, ils vous disent on va vous vendre de 0% pour ne pas être diabétique. Mais en même temps, ils se font 2 fois plus d'argent. Donc, on est dans cette logique où on vend des aliments comme des smartphones, où on va changer la coque, la couleur du smartphone, on va rajouter une fonction, en supprimer une. Donc ça, c'est pas possible d'en être arrivé là. Donc il faut redonner de la valeur à l'acte alimentaire, qui prenne beaucoup plus de place dans notre vie, et puis mettre au centre le plaisir. Mais c'est pas seulement le plaisir de manger, ça peut être le plaisir de cuisiner avec ses enfants, le plaisir de partager, parce que le repas est souvent un lieu d'échange où on peut échanger avec d'autres. Donc c'est un acte humaniste en fait, au fond, et dans nos sociétés hyper industrialisées, très néolibérales, l'aliment est malheureusement devenu un produit au même titre qu'une bagnole et qu'un smartphone. Or, je peux vivre sans voiture et smartphone, mais pas sans aliments. Donc pour moi, c'est ça ma réponse. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de tout réduire au temps et à l'argent. Alors, ceci étant dit, nous, on l'a montré dans une étude qu'on a publiée il y a 2 ans avec un grand distributeur français. On a calculé le caddie moyen euh, sur plus de 700 consommateurs des 122 hypermarchés sur une année, avec les 4 saisons prises en compte, évidemment, parce qu'on change nos achats selon les saisons. Donc, dans ce caddie moyen, il y avait 62% de calories ultra transformées et 41% de calories animales. Donc, très loin des 3V, très, très peu durable. Donc, on voit bien que l'hypermarché ou le supermarché est un grand pourvoyeur d'aliments ultra transformés, à peu près 70% des aliments industriels. Et on s'est dit, puisqu'on avait l'étiquette caisse et les prix, combien coûterait un caddie 3V par rapport à ce caddie moyen? Bien, finalement, le caddie 3V coûte 4,7% moins cher, c'est-à-dire à peu près le même prix. Alors, on n'a pas pris en compte le bio parce qu'on n'avait pas l'info du bio, malheureusement. Et donc, avec le bio, ça coûterait plus cher. Ça, c'est vrai, c'est pas la peine de le nier. Mais cependant, si on calcule juste un caddie 3V, ça coûte à peu près le même prix. Pourquoi? Parce que finalement, si on remplace cet excédent de calories animales, puisque on mange beaucoup trop de produits animaux, par des vrais, mais des vrais, hein, des vrais produits végétaux, c'est pas, en fait, c'est pas plus cher. Donc, en fait, on peut manger même industriel et de qualité sans dépenser plus cher. Par exemple, les yaourts nature sont industriels, mais on peut très bien nous-mêmes rajouter des fruits entiers qu'on a coupés ou de la confiture. On peut acheter des lentilles dans des boîtes en carton, qui est un produit industriel, mais qui est un produit très bien, les pâtes alimentaires. On peut acheter des conserves, des légumes surgelés. Donc, il y a aussi un effort à faire quand on maintenant, pour les gens qui veulent vraiment aller en grande surface, je pense qu'il y a d'abord un effort à faire pour changer nos habitudes. Alors au début, ça demande un peu de temps, mais une fois que l'habitude est prise, ça va tout seul. C'est comme apprendre à conduire, ou quand on pousse une voiture, au début, il faut beaucoup d'énergie pour pousser la voiture, puis une fois qu'elle est partie, après, il n'y a plus vraiment besoin de pousser. Voilà, donc c'est ça que je répondrais. C'est pour résumer 2 points importants. Donc, revaloriser l'acte alimentaire, lui donner la valeur qu'il mérite, puisque c'est le grand enjeu du XXe siècle. Et puis, faire un peu l'effort de changer ses choix alimentaires. Et vous verrez que vous pourrez arriver à manger pour le même prix un régime qui sera plus protecteur de votre santé et de la planète en même temps, si vous avez en tête les 3 dimensions des 3V, vrai, végétal, varié. Et puis finalement, on mange aussi peut-être moins en quantité, vu qu'on mange la matrice alimentaire totale plutôt qu'un aliment ultra transformé qui est pauvre en nutriments et en
peut-être c'est des calories vides qui ne calent pas vraiment, alors que quand on mange un vrai fruit et de vrais légumes, eh ben, il y a toutes les fibres et tout ça qui nous calent plus qu'un aliment ultra transformé. Oui, là, vous soulignez un point important, c'est ce qu'on appelle le gaspillage métabolique, c'est-à-dire que ces aliments nous poussent souvent à consommer plus que de raison, donc des calories finalement inutiles. Si on ne les mangeait pas, on n'a même pas besoin de les remplacer, puisqu'elles sont en excès de ce qu'on a besoin. On appelle ça donc le gaspillage métabolique, métabolique waste. Donc là, on a un levier qui est méconnu. On pense toujours à la viande pour l'environnement, mais il y a ce levier aussi qui est le metabolic waste, c'est-à-dire ne pas acheter ces calories superflues dont on n'a pas besoin. Par exemple, on sait, ça a été publié, disons, il y a 3 ans, que l'obésité sur la planète, c'est 1,6% des gaz à effet de serre, ce qui est quand même pas anodin, 1,6%, c'est beaucoup. Et donc, en fait, on voit bien que ces calories en excès ont aussi un coût environnemental qui peut. Alors, si on se base que sur l'obésité, c'est de 1,6%, mais sans doute beaucoup plus si on prend en compte la durabilité des systèmes alimentaires. Donc, oui, effectivement, voilà, en mangeant des vrais aliments, déjà, on va augmenter la satiété, la mastication, et on devrait, normalement, naturellement, on va diminuer la consommation de calories en excès, qui sont souvent, comme vous le dites, des calories vides, c'est-à-dire pauvres en composés bioactifs protecteurs, que sont principalement fibres, minéraux, vitamines et oligoéléments. Super. On a fait un très gros épisode là-dessus. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu des enfants et des adolescents, parce que je sais que tu as récemment terminé une étude là-dessus. Il peut être difficile de gérer l'alimentation de ces personnes-là, sachant que quand on est enfant ou adolescent, on ne choisit pas ce qu'on mange parce qu'on vit encore Mm. chez maman ou chez papa. Et également, quand on sort du lycée, de l'école, la première chose qu'on voit, ce sont des fast-foods. Oui, Est-ce que oui, tu c'est peux fait nous exprès, oui. parler un petit peu de ton étude? Oui, alors comme je disais au tout début, donc là maintenant je suis passé dans une troisième phase de mes recherches, qui est la recherche participative, la recherche-action, notamment dans le projet européen Planète. Donc il y a 9 laboratoires vivants en Europe qui étudient ce qu'on appelle des populations à risque de choix alimentaire. Alors c'est quoi à risque de choix alimentaire? C'est des populations qui n'ont pas une autonomie à 100% pour faire les bons choix, c'est-à-dire pour diverses raisons. Nous on a choisi les 6-15 ans parce que ils manquent de connaissances, ils n'ont pas l'argent pour faire les choix eux-mêmes, donc leur choix finalement dépend des parents et de la restauration collective. Il y en a d'autres qui vont étudier les personnes âgées dépendantes en EHPAD, qui dépendent aussi de la restauration collective, des familles monoparentales, souvent une jeune maman avec des enfants qui n'a pas assez d'argent pour faire les bons choix ou pour acheter des aliments de qualité, ou alors des étudiants comme le laboratoire vivant d'Irlande qui étudie les étudiants, et on sait que notamment les étudiants sont souvent en voie de paupérisation, c'est-à-dire ils sortent, ils quittent les parents, ils n'ont pas de travail, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc là aussi, leur première préoccupation, c'est d'abord de se mettre des calories dans le ventre, ce qui est tout à fait humain et normal. Donc effectivement, nous, on travaille sur les 6-15 ans. Effectivement, notamment plutôt auprès des lycées, puisque c'est là que les enfants commencent à avoir de l'argent de poche. Donc les entreprises derrière les fast-foods sont pas idiotes, hein, elles ont bien compris. Donc souvent, il y a les fast-foods s'implantent autour des lycées parce qu'on sait que beaucoup d'enfants préfèrent aller dans les fast-foods de grandes marques. Je ne citerai pas de marque aujourd'hui parce que ils seront avec leurs copains, ils vont pouvoir choisir ce qu'ils mangent et ne pas aller à la restauration scolaire du lycée. Donc c'est plutôt les lycées qui sont touchés par les fast-foods plus que l'école élémentaire primaire et les collèges. Parce que là, les enfants ont très peu, soit n'ont pas d'argent de poche ou très très peu, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc là, je renvoie au choix des politiques de ne pas favoriser l'implantation des fast-foods autour de populations fragiles et à risque. Après, il y a effectivement le manque de connaissances. C'est sûr qu'entre 6 et 15 ans, donc c'est là rappelons-le, se créent les habitudes et les goûts alimentaires, même dès 3 ans. Mais bon, nous, on a choisi 6-15 ans, parce qu'entre 3 et 6 ans, c'était un peu compliqué pour les enquêtes alimentaires d'interroger les enfants. Donc oui, on travaille sur l'environnement alimentaire des enfants pour essayer euh, d'identifier les freins, les leviers, les verrous euh, qui empêchent d'aller vers des choix plus sains et durables. Parce qu'une fois qu'on les a identifiés, et si on travaille dessus et qu'on voit qu'on peut les activer de manière durable, eh bien c'est des solutions qui peuvent être transposées à d'autres populations, à d'autres régions, à d'autres pays. Donc en fait, l'enjeu est très important parce que ça changera le changement par le haut, ce que j'appelle les décideurs ou
que ce soit les politiques ou même les chercheurs ou les industriels, le changement est très lent par le haut. Il y a beaucoup d'intérêts conflictuels, d'intérêts divergents, donc c'est très difficile par le haut. Donc sans doute la voie la plus royale, la plus durable à long terme, et la plus, évidemment, la moins, comment dire, c'est un travail de fourmi, hein, c'est la plus longue, c'est de travailler sur l'éducation à l'alimentation pour que les gens ne soient pas ignorants et fassent des meilleurs choix, parce que l'ignorance fait faire des mauvais choix. Et justement, l'ultra transformé avance à visage masqué pour les enfants notamment, qui essayent de les séduire, parce que l'idée, c'est d'en faire des clients à vie, hein, quand c'est des aliments doudous. Donc, une fois qu'ils sont habitués, on a des clients à vie, et un client à vie, c'est très rentable pour une entreprise. Il n'y a rien de plus rentable que ça, hein. C'est ce qu'avait essayé de faire l'industrie du tabac avec les adolescents à l'époque. Donc voilà, donc il faut protéger les plus jeunes et essayer de les sensibiliser. Donc la tâche est immense. On aura besoin de toutes les énergies nécessaires, que ce soit des chercheurs, des éducateurs. Je pense que les diététiciens ont un rôle très important à jouer. Ça, c'est une étude qu'on a faite l'année dernière dans le cadre de notre laboratoire vivant, enfin cette année, en début d'année. On a montré qu'effectivement, l'État pourrait, pourrait recruter pour à peu près 5 écoles un diététicien. C'est-à-dire qu'on aurait des diététiciens de la fonction publique qui auraient en charge 5 écoles. Alors, je vous renvoie un papier qu'on a publié dans Information diététique cette année. Vous pourrez le trouver ou me demander, je vous l'enverrai pour cette étude. Donc, si on met un diététicien pour 5 écoles, eh bien, ça entraînerait de recruter de nombreux diététiciens de la fonction publique et qui pourraient jouer un rôle très important, donc un rôle préventif. Alors, évidemment, ça coûterait des millions d'euros pour les salaires, mais en fait, à long terme, c'est très économique parce qu'on économiserait sur la santé et l'environnement. Et donc, en fait, à long terme, c'est un investissement sur le futur qui serait très intéressant. Donc, nous, au même titre qu'il y a des infirmières avec les médecins dans les hôpitaux, on pense qu'il faudrait qu'il y ait des diététiciens en charge de 4 à 5 écoles pour travailler avec toutes les parties prenantes autour des enfants et de la cuisine, cuisine scolaire, restauration collective, cuisine centrale, et qui pourrait faciliter les relations. Il n'aurait pas seulement un rôle de formuler des régimes équilibrés sur le plan nutritionnel, puisqu'on a un peu réduit le rôle du diététicien à cela. Non, il aurait un rôle beaucoup plus large, beaucoup plus holistique, qui renverrait beaucoup plus d'ailleurs à ce que c'est que l'alimentation au départ, c'est-à-dire une science holistique. Donc, ce ne serait pas seulement faire des repas équilibrés, ce serait de réfléchir à l'ultra-transformation, de favoriser la communication, par exemple, entre la cuisine de l'école et puis la cuisine centrale. Des fois, la communication n'est pas forcément bonne. Pourquoi pas avec certains élus? Enfin, etc., etc., etc. Et puis de faire des animations auprès des enfants, d'aider les enseignants dans le programme, par exemple, s'il y a l'éducation à l'alimentation dans le trop commun, aider sur le contenu, etc. Donc, on pense que ce serait pour l'État un très bon investissement de le faire. Et ça permettrait de revaloriser le rôle du diététicien qui est fondamental parce que c'est quand même lui qui met sur le terrain les résultats de la recherche au final, hein. Donc, il pourrait jouer un rôle très préventif et laisser le curatif aux médecins nutritionnistes dont c'est la mission de guérir les gens qui ont des maladies liées à une mauvaise alimentation. Donc, chacun son rôle et en synergie, on aboutirait à des millions d'économies sans aucun doute d'ici 10, 20, 30 ou 40 ans. Il me semble dans l'étude, tu as fait ressortir 5 comportements alimentaires sur ces jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est un travail qui a été fait par le consortium européen à partir d'enquêtes, d'interviews d'experts et de notations techniques sur notamment l'impact environnemental. Donc il y a plusieurs dizaines de comportements alimentaires, plus de 70 qui ont été étudiés au niveau européen en fonction aussi des comportements qui sont indiqués dans les recommandations alimentaires par pays. Donc après, chaque laboratoire vivant, il y en a 9 en Europe. Sur la base des enquêtes dans chaque laboratoire vivant, ont été identifiés de façon significative 5 comportements à fort impact de changement, c'est-à-dire pour la santé et l'environnement. C'est ça, donc on appelle ça HIB, High Impact Behavior. Et nous, pour nos enfants de 6 à 15 ans en France, donc en tenant compte de notre contexte français et de l'âge de notre population, il y a 5 comportements qui ont été identifiés. Donc le premier, c'est de réduire les aliments dans lesquels on a rajouté trop de sucre salé gras et ultra transformés. Ça, c'est le premier comportement. Donc, ça correspond finalement à la règle vraie des 3V. Deuxième comportement, c'est réduire la viande, et notamment tous les produits animaux. Donc, ça renvoie à notre deuxième règle végétale. Et la troisième règle, c'est favoriser les légumineuses, et puis une variété d'aliments. Donc, ça renvoie aux variés. Et les 2 autres comportements, c'est favoriser les céréales complètes à raffiner et l'eau sur les boissons sucrées. Voilà. C'est les 5 comportements
qui ont été identifiés, qu'on va étudier dans les 3 années à venir dans notre laboratoire vivant pour essayer de trouver des leviers à actionner pour modifier ces 5 comportements, parce qu'on sait que ça va avoir un fort impact à long terme pour la santé et l'environnement et la planète. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. On arrive sur les questions de fin de l'épisode. Oui. Première question, quelles ressources tu conseillerais pour une personne qui souhaite améliorer son alimentation? Vous voulez parler de ressources documentaires, c'est ça? Alors, les meilleures ressources qui pour toi, sont accessibles facilement, que ce soit un livre, une vidéo, peu Bah, importe. oui, moi je conseillerais le Manger vrai qui a été écrit par Pamela Ebner de SIGA, qui est le score du degré de transformation qu'on a développé entre 2017 et 2022, alors qui est en suspens aujourd'hui pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Donc le Manger vrai aux éditions Thierry Soucard, donc qui reprend la règle des 3V, mais de manière très pratico-pratique. Donc c'est vraiment la Bible du manger vrai de manière simple, parce que vous voyez que 3V, il n'y a rien de plus simple pour bien manger, c'est facile à retenir. On a juste 3 questions à se poser. Est-ce que je végétalise un peu plus? Est-ce que je réduis les aliments ultra transformés? Est-ce que je varie un peu plus? Voilà, c'est les seules 3 questions à se poser. Donc moi je conseillerais le manger vrai de Pamela Emner de SIGA, donc qui est basé sur mes travaux, mais qui n'est pas du tout ni théorique ni compliqué, qui est facile d'accès avec des idées de recettes. Voilà. C'est vraiment ce que je conseillerais. Après, ceux qui veulent aller plus loin, je les renvoie sur mon blog anthonyfardet.com, puisque bon, il y a mes documents, enfin, il y a mes bouquins et mes travaux, évidemment. Mais je mentionne aussi les travaux d'autres chercheurs qui m'ont inspiré. Donc, je pourrais conseiller notamment Les dérives de la nutrition de Georgi Skrinis pour bien comprendre ce que c'est que l'approche nutricentrée réductionniste. Et puis, la bande dessinée La malédiction du cordon bleu, donc, qui est basée sur mon premier bouquin, Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai, mais en BD d'une centaine de pages, qui est accessible aussi aux jeunes et aux moins jeunes. Et de manière humoristique et didactique et pédagogique, on explique tous ces concepts des 3V, holistiques, réductionnistes, ultra transformés, en partant d'un cordon bleu qui a été humanisé, qui parle. Et voilà. Donc on déroule le fil, Rob, le dessinateur, déroule le fil d'Ariane et explique un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais de manière très très simple et en bande dessinée avec de l'humour. Donc voilà ce que je peux conseiller aux gens. Super, merci beaucoup. Dernière question, c'est quoi toi ton petit plaisir coupable alimentaire? Ça peut être une collation, ton snack favori, ça peut même être, un plat. Moi, mon plat favori, c'est le poulet aux pommes de terre frites. Enfin, aux pommes de terre, pas des frites, mais aux pommes de terre. J'aime beaucoup ça. Euh, Ensuite, en termes de dessert, j'ai un faible pour les îles flottantes. C'est un de mes desserts favoris. Voilà, j'en faisais beaucoup quand j'étais petit. C'est ce que je peux dire. Donc voilà. Après, moi personnellement, évidemment, j'essaye de manger 3V, c'est-à-dire que je suis flexitarien, c'est-à-dire que j'ai réduit ma consommation de produits animaux et j'en mange beaucoup moins qu'avant. Et voilà. Donc, mais après, de temps en temps, on peut se faire plaisir. Et donc, effectivement, c'est sans doute les deux plats que j'aime beaucoup. Alors, c'est des plats très simples, mais que j'aime beaucoup et que je pense souvent quand je vais au restaurant. On n'a pas besoin de beaucoup pour se faire plaisir. Oui, oui, voilà. Après, l'essentiel, c'est que ce soit bien cuisiné avec des vrais ingrédients, par contre. Par exemple, maintenant, alors ça fait un bout de temps que je le fais, mais avant, j'achetais des yaourts, des fois aux fruits tout faits, industriels, qui étaient ultra transformés. Et puis maintenant, j'achète des yaourts nature, de la faisselle, des yaourts ou du fromage blanc nature, et je mets moi-même du miel ou de la confiture. D'abord, c'est bien meilleur au goût, et puis ça me permet de doser la quantité que je mets, et c'est délicieux, quoi. Donc voilà, des astuces toutes bêtes pour ne pas acheter ultra transformé et ne pas forcément dépenser plus d'argent. Merci beaucoup Anthony. Si on veut un petit peu plus, d'informations sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis sur 3 réseaux sociaux, 4, pardon, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et puis, il y a mon blog personnel, anthonyfardet.com, avec des liens vers beaucoup de vidéos. Alors, il y a de tout, il y a du très scientifique au très vulgarisé, avec des hyperliens qui permettent d'accéder à d'autres sources, puisque ça, c'est important de le souligner, un chercheur ne travaille jamais de manière isolée, on s'inspire toujours des travaux précédents. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est comme un mur. Moi, j'ai apporté ma brique, et puis après moi, d'autres vont peut-être apporter de nouvelles briques. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de reconnaissance aussi sur tous les chercheurs qui m'ont inspiré, et vous trouverez des liens vers tous ces chercheurs-là sur mon blog personnel, entre autres. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode.
Mm. Merci Eh beaucoup. ben, il me reste plus qu'à te remercier pour ton temps. En tout cas, c'était un épisode extrêmement riche en informations. Je pense que maintenant nos auditeurs peuvent choisir en âme et conscience de bons aliments vrais, variés et végétal, vrai, végétal et variés. Oui, l'arrivée 3V, il faut le dire pour nos auditeurs, c'est pas 100% végétal, c'est du flexitarisme, hein. C'est pas un régime, hein, c'est des règles génériques. Et quand on veut les décliner en régime selon les réalités locales, on va vers du flexitarisme. 15% de calories animales maximum, on est dans du flexitarisme. Je rappelle pour nos auditeurs que le régime Okinawa, où il y a des centenaires, hein, une zone bleue, c'est moins de 10% de calories animales par jour, hein. Donc, il y a pas besoin de manger beaucoup de produits animaux pour être en bonne santé. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.